Cette vidéo est la deuxième partie de notre travail sur les addictions. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien en haut à droite ainsi que dans la description. Hasta luego Medino, et bon visionnage. C'était Géraldo le Manchot pour Jurassic TV. On peut être amené à consommer pour 3 types de raisons. La recherche de plaisir, la recherche de lien social ou la recherche de soulagement. Dans le cas de la recherche de plaisir, l'individu va rechercher la désinhibition, l'euphorie, des sensations agréables intenses. C'est plutôt une consommation qui va s'inscrire dans des ambiances festives. C'est dans ce type de consommation que la réduction des risques et des dommages trouve tout son intérêt. Dans le cas de la recherche de lien social, il y aura une volonté de socialiser, partager des codes sociaux. L'individu peut aussi potentiellement être orienté vers un produit ou une consommation donnée, selon son groupe social ou sa culture d'appartenance. Dans le cas de la recherche de soulagement, les effets recherchés vont être l'apaisement du stress, la rupture de l'ennui, ou encore la lutte contre la déprime ou une anesthésie de la douleur, qu'elle soit psychique ou physique. Petite parenthèse, la drogue peut aussi être prise dans le cas d'une recherche de performance. Par exemple, la prise d'amphétamines par les sportifs ou les étudiants. On peut citer également la prise de certaines drogues afin d'assurer une performance sexuelle, comme dans le chemsex. On peut citer également la prise de cocaïne dans certains milieux qu'on ne citera pas. Qu'est-ce qui va faire qu'un individu développe, ou pas, une addiction, justement? Ne buvez pas. Bah c'est facile du coup, c'est les toxicos qui sont sous les ponts, ou alors c'est des drogues particulières, genre l'alcool c'est pas du tout une drogue. Alors non. On dispose d'un modèle qui est le modèle biopsychosocial et qui va donner les différentes causes des addictions, justement. Un individu va donc développer une addiction à un produit donné dans un contexte socio-environnemental donné. On a en premier l'individu qui va présenter une vulnérabilité ou au contraire une résilience, et ce au niveau somatique, psychique, j'ai oublié, génétique selon la période de la vie. En effet, certains profils génétiques spécifiques peuvent être liés à des comportements addictifs plus sévères. Les traits de personnalité vont également jouer un rôle. Certains rendront plus sensibles aux effets plaisir, donc recherche de sensations de nouveauté, faible évitement du danger, quand d'autres traits de personnalité font qu'on sera plus sensible aux effets apaisants du produit ou du comportement addictif. On retrouve On retrouve par exemple une faible estime de soi, ou encore des réactions émotionnelles excessives, ou des difficultés relationnelles. Enfin, la présence d'une maladie psychiatrique peut également jouer un rôle, puisque dans 50% des cas de troubles addictifs, on retrouve une comorbidité psychiatrique. Vient ensuite le produit qui, selon sa caractéristique, ses disponibilités ou son mode de consommation, ne va pas avoir toujours les mêmes conséquences sur le plan des addictions. Déjà, en premier, le potentiel addictogène... Je me mets tout seul dans le bêtisier. Déjà, le potentiel addictogène des produits n'est pas le même selon le produit qu'on consomme. Les opiacés et la cocaïne sont les plus addictogènes, suivis par le tabac, l'alcool, les amphétamines, le cannabis et les médicaments. Ensuite, plus un produit est disponible, plus il va être utilisé. Le risque de dépendance sera également plus élevé si la consommation est précoce et répétée. C'est aussi le cas dans le cadre des automédications. Les modes de consommation du produit vont également jouer un rôle si cette consommation devient régulière, solitaire et excessive. Des conduites dites d'excès, comme la recherche d'anesthésie, d'ivresse ou de défonce, sont également des facteurs d'aggravation du risque d'intoxication, de même que la répétition de ces comportements à risque. On retrouve enfin l'environnement. Celui-ci va être protecteur ou non d'un point de vue social, culturel et familial. Le risque de développer une addiction va être majoré. Ça fait plusieurs fois que tu dis va être, il n'y a pas de T. Iris maîtrise le français. Le risque de développer une addiction va être majoré s'il y a par exemple un dysfonctionnement familial, voire une consommation et une valorisation du produit dans la famille. Sur le plan social, l'exposition au produit, sa banalisation et sa valorisation vont augmenter le risque de développer une addiction. Dans ce cadre, l'exposition au produit va varier selon la consommation nationale, l'âge, le sexe ou encore le groupe social.
Le fait de se trouver dans une situation précaire ou marginalisée va également jouer un rôle. Enfin, on retrouve comme facteur le fonctionnement des pairs. On se comporte comme son groupe social, on consomme donc comme son groupe social. L'initiation sera donc liée aux pairs et l'engagement par la suite aux facteurs personnels. On va se focaliser un petit peu sur l'addiction en tant que problème social. On a Buisson, en 2017, qui nous dit que les troubles addictifs s'expriment dans un continuum de troubles très vaste. Mais le cœur de cette problématique s'affirme par le lien dans la relation. Si on a tendance à sous-estimer l'impact que peut avoir le contexte social dans le cas des addictions, on a une expérience qui a été menée en 1981, qui est l'expérience du Rat Park, qui nous suggère que le produit n'est qu'une part du problème et que le contexte social joue un rôle très important. Le problème serait donc en effet plus social qu'individuel. Cette expérience menée par Alexander a montré que les rats évoluant dans un environnement peu stimulant, en comparaison à ceux qui, eux, justement, à l'inverse, évoluaient dans un environnement stimulant, avaient une tendance beaucoup plus importante à développer une addiction. Et même les effets entraînés par le produit ou le comportement vont varier selon tout un tas de facteurs. En premier, selon la substance et sa quantité. Donc fréquence de consommation, qualité du produit, rapidité de la consommation ou encore le fait de combiner les produits. Les effets varient aussi selon l'individu, âge, sexe, taille, poids, mais aussi état physique et humeur. Enfin, les effets varient selon le contexte, endroit, ambiance, moment de la journée, relation avec les autres ou encore conflit. Mais du coup, c'est quoi la drogue la plus dangereuse? Parce que c'est ça que vous voulez savoir depuis le début. En fait, ça dépend de ce à quoi on s'intéresse. Si par exemple on s'intéresse à l'intensité des effets du produit, les plus dangereuses seraient par exemple le LSD ou l'héroïne. A l'inverse, l'intensité des effets du tabac est très peu importante. Par contre, si on s'intéresse à la toxicité du produit et au risque de développer une dépendance, le tabac serait la drogue la plus dangereuse. Alors que le LSD, qui a une intensité d'effet très importante, a une toxicité et un risque de dépendance très faible. Mais dans ce qu'on vient de dire, on s'intéresse vraiment à l'individu. Le graphique que vous voyez maintenant est un extrait d'une étude anglaise, Drug Harms in the UK, a Multi-Criteria Decision Analysis, conceptualisée par David Nutt et collaborateurs, paru dans The Lancet en 2010. Cette étude représente la dangerosité de nombreuses substances dans différents domaines, biologiques, médicaux, psychologiques, mais aussi sociaux et économiques. Les critères pris en compte par les auteurs dépassent donc ceux qu'on a cités précédemment, puisqu'ils s'intéressent à l'impact sociétal de la consommation de drogue, mais aussi au coût économique, à l'impact sur la communauté, sur la famille de l'individu, etc. Selon la compilation de facteurs qui a été réalisée dans cette étude, la drogue avec l'impact négatif le plus important serait, en réalité, l'alcool. Du coup, on se permet une petite parenthèse parce que cette drogue, paradoxalement, est légale et valorisée. Cocorico. On t'entend là ou... J'espère. Déjà, une pression sociale existe, notamment autour de l'alcool. On a tous déjà dit au moins une fois ou deux « Ce soir, je ne bois pas », en recevant en retour un « Bah t'es malade ?» Et je ne parle même pas des personnes qui ne boivent pas du tout d'alcool, quelles qu'en soient les raisons. On rappellera ici la notion tant oubliée de dose barre. En effet, selon le type d'alcool qu'on va consommer, la quantité d'alcool pur ingéré va dépendre de la dose. Par exemple, 25 centilitres de bière à 5 degrés aura la même dose d'alcool pur que 3 centilitres de whisky à 40 degrés. Donc, si vous vous servez un verre de whisky coca avec ce qu'on appelle dans mon jargon la dose Corentin, il y a de fortes chances pour que votre verre contienne plutôt 3 ou 4 unités d'alcool. C'est la même chose pour une pinte de bière à environ 8 degrés. En dose barre, elle sera l'équivalent de 3 ou 4 bières à 5 degrés de 25 centilitres chacune. Non, c'est complètement débile. Et si vous conduisez, en buvant ça, vous venez déjà d'atteindre les 0,75 g par litre de sang ou les 1 g par litre de sang, ce qui est 2 fois la dose légale autorisée. On rappelle qu'à partir de 0,80 g par litre de sang, c'est un délit. Et tout ça en ayant bu juste un verre. Et si vous tenez à votre permis, à votre vie et à celle des autres, qu'est-ce qu'on ferait sans Sam? Donc ne dites pas juste un verre quand vous vous remplissez une chope.
Les politiques de prévention de l'addiction à l'alcool nous disent 2 unités d'alcool maximum par jour et pas tous les jours. Note importante, le vin pendant les repas compte. Non, ce n'est pas vrai. Alors rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez, on vous laisse là pour aujourd'hui et on va fêter la fin de tournage avec une bouteille d'eau en fait. On sous-estime très souvent ce liquide. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On se retrouve très vite pour la suite de cet épisode qui sera consacré aux troubles cognitifs liés à l'alcool et aux moyens qui existent pour accompagner les personnes qui en souffrent. Donc merci Iris pour ta participation très enrichissante. Merci à toi. Et quant à vous, portez-vous bien et restez dino. Salut!